On va enchaîner directement sur le premier panel, comme on l'avait dit tout à l'heure. Le thème de ce panel sont les réflexions sur la mise en œuvre du cadre continental pour la gouvernance des données. Et nous avons Maïmouna donc, qui va modérer ce panel. Et ce panel va voir les interventions de Mme Amazouz SOUHILA de la Commission de l'Union africaine, de Mme Drudeisha MADHUB, Commissaire à la protection de la vie privée de la République de Maurice, et Mme Thelma QUAYE qui est là, quand même, qui est du secrétariat de l'Alliance Smart Africa, et de Mme Otilia PHIRI, avocate principale des marchés émergents de Microsoft. Voilà. Donc, Maïmouna, si vous êtes prête. D'accord. Donc, Maïmouna, voilà, à vous le... Merci beaucoup Adama. Donc, on va enchaîner sur le panel 1 avec la thématique qui est la réflexion sur la mise en œuvre du cadre continental pour la gouvernance des données. Donc, j'ai présenté tout à l'heure dans la stratégie nationale et c'est dans le même cadre que l'on continue cette réflexion-là pour voir comment on peut, en Afrique, réfléchir ensemble pour élaborer un cadre de gouvernance continentale pour les citoyens de l'Afrique où qu'ils se trouvent. Donc, dans ce panel, comme l'a dit Adama, on a Mme SOUHILA de la Commission de l'Union africaine, Mme MADHUB qui est commissaire à la protection de la vie privée de l'île Maurice, Thelma qui est à côté de moi, et Mme PHIRI qui est avocate principale des marchés émergents de Microsoft. Donc pour démarrer, je vais d'abord donner la parole à Mme MADHUB qui est commissaire à la protection de la vie privée en île Maurice, puisqu'elle a une contrainte à 11 heures. Mme MADHUB, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la régie? Allô? Vous nous entendez? Je pense que vous avez le son est coupé chez vous. Vous êtes en mute? Non, je suis pas. Je suis unmute. Ok. On vous entend. Je pense que la régie, vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, on l'entend. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un problème avec la vidéo. Si la régie peut activer, ou bien si vous me voyez, parce que moi, je ne me vois pas à l'écran. On voyait tout à l'heure, mais là, on ne voit plus. Oui, on vous voit maintenant. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et je vais présenter en anglais si c'est convenable. Ah, ça c'est SOUHILA. SOUHILA? C'est SOUHILA. C'est pas Mme MADHUB. Voilà, SOUHILA, puisque Mme MADHUB a une contrainte
Est-ce que Mme MADHUB est connectée? Oui, je suis connectée. Voilà, on ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît? C'est allumé, mon caméra est allumée, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais on vous entend. Ok, très bien. Je pense que je vais présenter sans que vous me voyez, si ça vous convient, parce que sinon, je ne suis pas sûre. Il n'y a pas de problème. On va essayer de régler en attendant. Vous avez la parole, madame. Merci, et je vais présenter en anglais, comme je viens de dire. En fait, I have been given 2 questions that I have to answer with respect to whether, how do I see the African data continental framework and data policy framework. I think this data policy framework developed by the African Union Commission is a very comprehensive and clear set of standards, what we can call a standard setting document, which covers personal, non-personal, industrial, public, in sum, all types of data are being encompassed in that framework, which is very relevant for all of us. And many laws, such as data protection, competition, cybersecurity, electronic communication, intellectual property, cybercrime, amongst others, the main ones are also have been studied in this framework together with clear recommendations contained in the document. So we have a very good starting point, I must say, with this data policy framework for Africa to embark on its digital transformation. What is obviously of major interest to me as a data regulator in this framework is the implementation aspect, domestication aspect of this framework. As you can see in the framework, the essence of the guiding principles is actually effective data governance at national, continental, and international levels, which can only be triggered by regulatory harmonization and cooperation amongst all relevant institutions at all levels. I will put a lot of emphasis on regulatory harmonization and effective cooperation, which really are the foundational stones for data governance to really be happening across the continent. But we also know that the framework is not legally binding and cannot be. So how do we really ensure effective implementation of this framework? I think the answer is that the African Union Commission efforts to encourage the ratification of Malabo Convention, the signing of trade agreements and mutual legal assistance agreements across Africa with the relevant data governance principles contained in these documents are very, very important. So the framework is definitely like a Bible with mantras that we have to follow in all countries, but the incorporation and the implementation aspect from a practical perspective will come through the engaged efforts of all African countries through AUC to be able to make this happen. The framework also includes all the components on data regulation, and we're happy about this, to ensure a very sound framework and a reasonable one as well. But national institutions will also expect AUC to come up with expert follow-up advice as to how the framework will infiltrate daily activities and functions of all the relevant institutions concerned. For example, if we talk about digital data infrastructure, how digitally ready are we
This is a big question. What about the digital infrastructure, readiness in Africa? Let's take, for example, as has been highlighted in the framework, cloud services, big data, platformization, digital ID, etc. The problem on ground is that there are many weaknesses that we all know that have been flagged already, and we need to really bring up solutions to be able to cure these weaknesses in a time framework, because time is of essence here. We do have the guiding principles, but we do not know how much time it will take for Africa to be ready, how much time it will take for the weaknesses to be cured, and how much time will it take for the support that will be given to countries to actually materialize, both in terms of technical and financial support. So as you can see, the problem is quite serious in terms of implementation. And this is the main focus of our discussion today, is how effective are we? And definitely sharing of resources across the continent, resources, as has been mentioned so many times, is so scarce that we cannot vouch that we do have the resources. Obviously, then there will be a need for cooperation, for the sharing of resources across the continent, and why not also international support from other parts of the world to be able to support Africa in terms of expertise. The framework is also calling for a revamping of many national systems from a digital and datafication perspective. We're not talking only about data protection, privacy. We're also talking about many, let's say, important blocks in the national systems that will have to be reviewed to be able to follow the digital innovations. So this is like we're calling for a new institution, a new type of national institution, which will encompass many activities from a data governance perspective. Data sovereignty and localization requirements, we are all so much aware of them, as have been explained in the framework. They need to be tackled with care, because data sovereignty and localization has got many pros but many cons as well. So we have to weigh them very carefully and decide which requirement best suits our national territories and what elements we need to urgently review. There's also a need to formalize many initiatives into policy national commitments. As you know, that will be a lengthy process. It will take a lot of time to be able to make sure that all African countries are embarked on this strategy. So ambitiously, we're talking about a new Africa. And talking about a new Africa means that we definitely need to be serious and, I must say, quite optimistic as well, to be able to achieve what we want to do in a short or, let's say, effective span of time. To come back to data protection institutions, for example, as a data regulator, we will definitely need to have new functions in our mandate to be able to tackle all the issues that relate to data governance. Our mandate actually will need to be reviewed because there's more to personal data here. That is, we're talking about data in all its forms, and we definitely need to have the right institutions with the right resources, the right funding, the right expertise to be able to tackle all the issues that have been flagged in the framework. So data and information regulators, obviously, as a start, have to be merged together to strengthen enforcement.
whether it is enforcement at national level or regional level or international level. So thank you very much. I will stop here because I don't want to be monopolizing too much of the debate. I know other speakers as well have many interesting issues to highlight, but I'm grateful that I have started this conversation with some questions that I hope will make us think about the seriousness of the framework. Thank you so much, and I do wish that you will see me on screen anytime during the course of this conversation. Thank you very much. Thank you, Mrs. MADHUB. Thank you. Donc, Mme MADHUB a parlé en fait du cadre stratégique des données en tant qu'autorité. Et je pense que ce qu'elle adresse aujourd'hui comme préoccupation des autorités, c'est qu'au-delà de la protection des données, il y a d'autres problématiques qui sont là et qu'aujourd'hui, on doit revoir le mandat et le scope des autorités actuelles pour pouvoir leur permettre d'être plus efficaces et de bien suivre ce qui se passe dans le domaine de l'Internet globalement. Elle a également parlé de la nécessité pour l'Afrique, puisqu'on veut créer une nouvelle Afrique. On a cette ambition-là, donc d'être aussi optimiste et sérieux pour pouvoir adresser toutes ces problématiques-là et à vous mettre en place des institutions qui puissent permettre de gérer les données personnelles et les politiques de données personnelles et surtout leur mise en œuvre. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à l'Union africaine, donc Mme SOUHILA Amazouz. Donc les deux questions qu'on va poser à Mme Amazouz, c'est pouvez-vous donner un aperçu du cadre de politique en matière de données? Qu'est-ce qui a conduit à l'élaboration de ce cadre africain de politique? À quel stade de développement se trouve actuellement la politique des données en Afrique? Et la deuxième question, c'est quel est votre objectif en tant que Commission de l'Union africaine à travers le cadre de la politique des données? Si vous n'avez que 3 choses à demander aux États membres, quelles seraient ces 3 choses-là? Madame Amazouz, vous avez la parole. Je vous remercie. On vous entend, mais on ne vous voit pas encore. Là. Donc, je voudrais commencer par saluer l'ensemble des participants. Voilà, donc vous me voyez maintenant? C'est peut-être chez nous, hein, la régie. Muntaga, partagez l'écran, même si on ne la voit pas, connais-le. Merci. Je pense que je peux commencer. Vous pouvez démarrer le temps qu'on mette en... Voilà, je vais apparaître. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je voudrais commencer par saluer l'ensemble des participants, ceux qui ont la chance d'être présents là-bas à Dakar et ceux qui participent à la réunion en ligne. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement du Sénégal à travers son Excellence Monsieur le Ministre et Madame la Présidente de l'Autorité de protection des données. Je voudrais remercier également le réseau africain de protection des données et Smart Africa pour cette collaboration efficace qui a conduit à l'organisation de cette réunion importante qui traite d'un thème qui est d'actualité, notamment pour notre continent. Donc, pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur pourquoi on a développé le cadre stratégique, quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'on peut demander au pays comme priorité, je dirais que le cadre stratégique continental sur les données a été développé pour répondre à un besoin, parce qu'on sait que les données maintenant, elles ont le cachet d'être stratégiques, elles sont centrales pour la transformation numérique, elles permettent notamment de créer de la valeur ajoutée quant au développement des services, et aussi pour accroître l'efficacité, la productivité et améliorer comme j'ai mentionné, les services et aussi promouvoir la recherche et l'innovation. Donc, le cadre stratégique, le travail a commencé en 2021, en 2020 plutôt, parce que
suite à la décision du CTS, du comité spécialisé technique spécialisé des télécoms et de la communication, où les ministres ils ont chargé la Commission de l'Union africaine de travailler avec les organisations régionales pour développer un cadre stratégique pour les données. Donc nous avons travaillé notamment en 2021, où nous avons créé une task force, un groupe de travail composé de toutes les organisations panafricaines. On a échangé, on a beaucoup discuté sur la façon d'aborder cette question des données, parce que c'est une question qui est complexe, transversale et aussi très importante. Donc, on a travaillé avec la task force. Et aussi, nous avons, quand on a commencé le travail, on a fait une consultation en ligne. Donc, on a posté le document en ligne pour quelques jours et on a fait aussi une réunion avec toutes les parties prenantes. C'était ouvert au public. Donc, on a collecté quelques... des contributions et aussi on a écouté les avis des uns et des autres. À partir de là, on a travaillé pour finaliser le document qui a été validé par les États membres aussi, par les niveaux experts avant que ce soit soumis pour examen par le CTS, qui est le comité spécialisé. Donc l'objectif de ce cadre stratégique, si on peut dire, c'est de permettre aux pays africains de tirer profit de la numérisation en général et aussi de cette massive quantité de données qui est générée chaque jour, aussi bien par nos gouvernements, par les citoyens, par les industries. Ces données, elles sont généralement collectées, transférées, stockées à l'extérieur du continent et elles sont utilisées à des fins commerciales ou autres et sans que l'on bénéficie ou bien que l'on sache réellement comment nos données ont été utilisées. Donc le cadre stratégique, d'une manière générale, envisage de faciliter l'accès aux données, aux finalités de développement, innovation et aussi faciliter la concurrence et les développements des marchés en matière de données, assurer donner aux Africains les moyens d'exercer leurs droits sur leurs données à travers des systèmes de données fiables, sécurisés et sûrs, qui sont intégrés et aussi dont la convergence permet aussi de la circulation des données entre les pays. Donner aussi les moyens aux institutions africaines de réguler et de gouverner les données pour créer ainsi les opportunités tout en réduisant les risques qui sont reliés à une utilisation malveillante des données ou bien une utilisation qui risque d'affecter les droits de l'homme. Et aussi, comme on l'a mentionné par les autres intervenants, c'est faciliter la circulation des données aussi bien à l'intérieur des pays, entre les différents secteurs et entre les pays pour pouvoir créer un marché de données unique. Donc, je disais que les données aujourd'hui, elles sont stratégiques, elles sont utilisées dans différents secteurs, elles sont utilisées pour l'élaboration des politiques, pour la gestion des secteurs privés et bien publics, et aussi elles sont utilisées pour générer de la richesse. Donc il y a lieu de noter, comme ça a été mentionné par Mme Mahdhub, donc les données, il y a différents types de données. Donc il y a les différentes données personnelles, non personnelles, les données publiques et industrielles. Il y a lieu de donner un traitement et une protection adéquate pour chaque type de données. Et le cadre stratégique présente un certain nombre de recommandations. Et aussi, il identifie des points d'intervention politique qui permettront de développer des systèmes de données et de gouvernance, aussi bien au niveau national et aussi renforcer la coopération au niveau régional. Donc, cela nécessiterait bien sûr un environnement favorable qui implique toutes les parties prenantes, une harmonisation des cadres législatifs et réglementaires, et aussi un écosystème intégré et commun au sein du continent. Cela nous permettra d'assurer une utilisation efficace des données et aussi contribuer au marché, à l'opéralisation de la zone de libre-échange, parce qu'on sait que maintenant le commerce il se fait le commerce il fait appel aux moyens aux technologies numériques, donc ça facilite le commerce et nous savons que maintenant les négociations pour la zone de libre-échange sur les services numériques est
elle est rapprochée, donc elle aura lieu avant la fin de l'année. Donc il y a lieu d'attirer l'attention sur la nécessité d'intégrer les données comme étant un facteur important, comme ça a été mentionné aussi par Mme Maïmouna DIOP. Donc il faut que ce soit intégré dans les accords de commerce entre les pays. Donc en plus de créer un environnement favorable, il y a lieu aussi de mettre en place les infrastructures, et pour cela, donc, il y a des recommandations, il y a des actions aussi qui sont proposées pour arriver à développer les infrastructures adéquates qui nous permettront de développer nos capacités en termes d'utilisation efficace des données. Donc, en résumé, le cadre, il comprend une vision avec des principes directeurs qui vont guider l'ensemble des pays africains et aussi des institutions et des organisations régionales. On a fait aussi une analyse de la situation politique de données en Afrique, et notamment on a remarqué que les pays maintenant se concentrent notamment sur la protection des données personnelles, mais il n'y a pas beaucoup de politique sur les données en général. Donc on a essayé aussi de voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Et dans le cadre, on a identifié les facteurs qui nous permettront de créer de la valeur économique à partir des données, et ce qu'il y a lieu de prendre en compte pour la gouvernance de l'Internet, y compris le contrôle des données qui est directement lié à la localisation et à la localisation des données et la souveraineté des États sur les données. Mais aussi, on a aussi donné des recommandations et proposé des actions sur la sécurité des données, sur l'interopérabilité des données et comment créer la demande en matière de données. Le cadre aussi envisage de renforcer de façon particulière la coopération entre les pays africains pour faciliter le flux des données au sein du continent, mais aussi entre l'Afrique et les autres régions. Donc, en résumé, voilà le cadre stratégique. Il a été adopté récemment, donc, lors du sommet, comme ça a été mentionné par Mme Maïmouna DIOP. Donc, c'est le début. Donc, le cadre lui-même, il nous donne un peu la vision de l'Afrique sur la façon dont on va exploiter ou bien utiliser les données, tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens et aussi favoriser le développement économique. Mais en même temps, il y a beaucoup de recommandations qui se projettent sur l'avenir. Donc, il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour mettre en œuvre ces recommandations. Donc, pour ce faire, l'Union africaine, on a commencé à travailler sur un plan de mise en œuvre. Donc, comme ça a été, d'ailleurs, c'est une des recommandations du cadre, c'est un plan de mise en œuvre de ce cadre stratégique, sur lequel on va identifier quelles sont les actions. On va pas identifier, mais on va plutôt transposer ou bien transformer les recommandations en actions concrètes sur des durées de temps bien déterminées. Aussi identifier quelles sont les organisations ou bien les parties prenantes qui vont participer pour chaque activité et quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour le développement de cette action plan. Donc, on aura l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes à discuter ce plan d'action, parce que la mise en œuvre, elle nécessite la participation et l'engagement de toutes les parties prenantes. Comme nous l'avons constaté aussi, il y a un besoin réel de renforcement des capacités, parce que les pays africains, ils ne sont pas tous au même niveau d'avancement, aussi bien dans la numérisation que dans les données, dans la gestion des données. Donc, il y a lieu de développer un programme de renforcement de capacités qui va aider les pays à domestiquer, si on peut dire, ou bien internaliser le cadre stratégique. Donc, c'est les deux principales actions qu'on veut faire cette année, et on aura l'occasion de travailler avec toutes les parties prenantes pour les discuter, les valider avant de les soumettre pour discussion par les États membres, parce que tout ce qui engage les États membres doit être validé par leurs représentants. Et aussi, en parallèle, en général, donc on va soutenir, donc nous, la Commission de l'Union africaine, on va soutenir, on va jouer notre rôle de coordonnateur, aussi bien avec les institutions existantes comme le Smart Africa, le réseau africain de protection des données, les communautés économiques régionales
et aussi les institutions spécialisées de l'Union africaine pour donner le soutien technique et financier pour les États membres pour développer leur système de données national. Donc, à cet effet, nous avons entamé un processus de mobilisation des ressources et aussi nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre des recommandations pertinentes qui nous permettront de mettre en place en Afrique des mécanismes de coopération et aussi un cadre de catégorisation des données et les normes, se mettre d'accord sur les normes pour faciliter cet échange entre les pays, parce qu'il y a les pays et on sent qu'il y a la volonté entre les pays de faciliter les transactions électroniques, mais il y a beaucoup de travail à faire quant à l'harmonisation des textes et aussi à la convergence des réglementations. Donc, l'Union africaine est prêt à jouer le rôle de coordonnateur. Merci. Mais on va s'appuyer dans cet exercice sur toutes les organisations panafricaines et aussi les partenaires. Merci. Merci beaucoup, Mme Amazouz, d'avoir fait le résumé de ce cadre très important pour l'ensemble des pays africains. Donc, depuis la démarche qui a été ouverte au public, au démarrage en 2020 jusqu'à l'obtention de ce document cadre qui devrait permettre à l'Afrique, à travers la vision qui est définie, d'avoir des principes directeurs, notamment dans la manière de conduire la gouvernance des données. Et c'est un cadre qui est important parce que les pays africains ne sont pas au même niveau, donc qui va permettre de faciliter les discussions, mais aussi qu'il y a un plan de mise en œuvre et je pense qu'on aura d'autres réunions qui vont nous permettre d'aller dans le détail de ce plan de mise en œuvre-là et peut-être de revoir un peu l'état des lieux qui a été fait. Et encore une fois, merci à la Commission de l'Union africaine. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Drudeisha MADHUB. Donc, puisque... non, j'ai déjà donné la parole à Mme Drudeisha MADHUB. Donc, c'est Thelma QUAYE qui est là, à côté de moi, donc de Smart Africa, pour répondre à deux questions. La première, c'est comment l'Alliance Smart Africa va-t-elle soutenir la mise en œuvre du cadre de politique continentale en matière de données? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour des flux de données transfrontaliers efficaces et fiables et quels sont les défis existants et comment les relever. Donc, puisqu'on est un peu short dans le time, donc je vais demander de répondre assez brièvement pour qu'on puisse terminer dans les délais. Merci beaucoup, Thelma. Thank you very much. And I'll speak English. Thank you. So, first of all, I'd like to comment a bit on the framework. I know the two speakers have already commented on it, and would like to say that as Smart Africa, we acknowledge the fact that the framework sets the tone for what should be done in Africa when it comes to data. The framework becomes the starting point in terms of data governance for Africa. Now, my simple answer to what Smart Africa is doing to support the framework is complementing. Smart Africa is complementing the framework. And by complementing, my other panelist from Mauritius mentioned the fact of implementation. She said it so well, there's no need to belabor the point in terms of what are we doing to implement the framework. The framework talks about harmonization. The framework gives steps, or it talks about what the need, it justifies the need for harmonization. What Smart Africa is doing in that regard is to go a step further to help in implementing the harmonization. I must say also that the framework was done in a collaborative manner, and so when it was being implemented, the Smart Africa team was also part of developing the framework, and so we are in alignment with the Africa Union Continental Framework on data. So back to harmonization,
that is why we at Smart Africa have reached out to the network of data protection authorities as the subject matter experts, as the technical resources on this subject to lead in terms of the harmonization. We do not want to end up with 54 different regulations and policies. We are looking to support the network both in technical and financial terms to be able to harmonize frameworks as has been mentioned within the framework. The framework also mentions about developing national legislations. Now, what we have done is to go a step further again to support countries to develop their own national their data strategy or even the various legislation. So, for instance, a case in point is Senegal, where we are currently supporting Senegal to develop the national data strategy. So this is showing the implementation factor, the pragmatic factor that Smart Africa brings to the table when it comes to the matter of data. Now, in terms of building capabilities, the framework also mentions about building the right capabilities. What we are doing is through the Smart Africa Digital Academy, we have so far trained a number of data protection authorities, but we are even going to work very closely, more closely with the data protection authorities to identify what is required in terms of technical expertise, institutional support, to be able to support this capability and build the capability for Africa. So this is one pragmatic way that Smart Africa is supporting the framework. Another one that has to do with facilitating digital infrastructure. I know this comes up a lot, and yesterday my colleague explained what we are doing in terms of data centers. But beyond data centers, we are also looking to connect Africa. And in a more pragmatic way, we already began connecting countries to each other. And now, even onto the data centers, we are working together with a number of stakeholders to institute or to build an African cloud. Now, the Africa cloud now brings to the fore the issue of sovereignty. And I know sovereignty is at the heart of what we are talking about today. The need for sovereignty doesn't mean that we are going to be isolated from the rest of the world, but the need for sovereignty means that Africa has control over our data. Africa knows what goes out and what comes in, and Africa is able to decide who gets access to her data, who uses her data for what, and how the data is being used. So that within the data center project is what we are ensuring to build an Africa cloud. Now, on that, we also move on to agile regulation. What do we mean by agile regulation? We do not want a case where technology is ahead of our regulators. And so, again, agile regulation is something that is promoted within the context of the African Union Data Governance Framework. And what we are doing about that is supporting our regulators, both telecom, both data, within the Council of African Regulators Forum. Within this forum, we support these regulators with training, with know-how, and even on how to regulate the emerging technologies that are coming. So I just, these points that I'm making is just to showcase the pragmatic nature of Smart Africa, but also to see how, to showcase how we are complementing the AUC continental data policy. Now, finally, also we believe in peer learning. Peer learning because sometimes you learn better, or most of the time we've noted that you learn better when you see it being done. And so on the platform of the Africa Data Leadership Institute, we bring together various data protection authorities to be able to learn from each other. And my
My sister from Mauritius has been a frequent participant on that platform as well. So it's something that I also invite everyone here to participate on so that we will be able to learn together. Currently, Senegal is also championing something very interesting with Morocco. I think it's a very key and very good move that Senegal has done. I'd like to commend Madame Awa, but also invite her to our next Adli Roundtable to share her experience on that. No pressure. So I'll quickly move on to the next question in terms of what is required for effective cross-border data flows. When it comes to cross-border data flows, I think it's important that as regulators of data, we move from the mindset that data protection is all about privacy. I hope I get out of this room not beaten, but we need to understand that data is not all about keeping it and not letting the other one get it. So for instance, across Africa, we have a very few countries that encourage cross-border data flows. And that is something that we need to change as a mindset because there is no digital without data. And if we imagine the potential of harnessing the economy around 1.3 billion against harnessing the economy of 30 million, for instance, as a country, it's far more better to harness the economy around a 1.3 billion economy. And for us to be able to harness that opportunity, we need to move towards open data sharing, but in an effective and secure way, whilst ensuring our sovereignty. And so for us, what we recommend is that we need to have a trusted network. So if my policy in Senegal, if my policies are accepted by, let's say, Benin or Ghana, both of us can be trusted. We can trust each other and we can share certain data. But saying that, we also need to keep in mind that it's not every data that we need to share. When we talk about cross-border data flows, we need to get to the point also where we understand that I can tag the data I want to share. Data that supports the industry, we need to let it go because it will build the Africa's economy. Personal data, we can decide on what are the metrics to check before we share, but these are the trust is the most basic of all that we need to build. Beyond trust, we also need to look at what are the standards of privacy. My standard of privacy should be similar to the other country's standard of privacy. And that is why we need to come together, create a harmonized approach in terms of privacy. And then once we all have that network of trust, it becomes easy to share data. And let me just conclude. I know we are short of time. Let me conclude by saying that open data sharing has been confirmed to increase GDP. It has a direct impact on GDP. So if we still want to keep our data localized and not share data, we must understand that there's some sort of revenue that we are losing. There's some sort of income that could come to the country that we are losing. Also, in the light of the AFCTA, if we are going to be encouraging digital trade across borders, if we are going to be one Africa, we need to encourage cross-border data. Now, finally, is the vision of Smart Africa to build a single digital market. Building a single digital market means harnessing the value of economy that comes from 1.3 billion people. And with that, we need to be able to encourage cross-border data flows in an effective, safe, and secure manner. Thank you very much.
Thank you, Thelma. Je pense qu'elle a bien montré la complémentarité entre le cadre réglementaire qui est développé au niveau de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine et ce que fait Smart Africa dans la mise en œuvre. D'abord dans l'harmonisation de ces politiques-là, mais aussi l'appui que Smart Africa est en train d'apporter aux pays pour développer des stratégies nationales, notamment c'est le cas au Sénégal. Dans le cadre de la mise en œuvre aussi, Smart Africa se positionne comme un appui pour créer des compétences nécessaires, pour aussi aider, appuyer le continent à avoir les infrastructures data nécessaires avec le projet African Cloud, et tout en gardant en tête et en ligne de mire la souveraineté et aussi la possibilité que donne aujourd'hui Smart Africa dans la facilité d'avoir des infrastructures de données au niveau du continent. Donc sur la partie gestion des données au niveau la donnée, le partage des données au niveau des différents pays. Donc là aussi, elle a donné la position de Smart Africa qui est que les données personnelles, c'est pas forcément s'appuyer ou s'accrocher au fait que les données sont privées. Il y a aussi une nécessité d'avoir ce qu'on appelle des données ouvertes, d'être dans le monde des données ouvertes qui peut ouvrir des opportunités et voir un peu dans ces types de domaines-là quelles sont les données qu'on peut ouvrir, comment on peut ouvrir ces données et créer en Afrique la confiance qu'il faut pour que les gens puissent accepter d'ouvrir leurs données et de partager les données entre les frontières, et qui permet aussi quelque part d'avoir des opportunités qu'on n'a pas si on n'a pas ces données-là. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à la dernière panéliste qui est Mme Otilia PHIRI, qui va répondre à 2 questions. Mme PHIRI, quelle opportunité, le cas échéant, ce cadre de politique de données continentale présente-t-il pour le secteur privé? Et comment comptez-vous intégrer les dispositions de ce cadre dans vos opérations et son adoption? Est-ce qu'elle sera différente pour les startups africaines par rapport aux grandes entreprises comme Microsoft? Merci beaucoup. I will speak in English. First, I want to kick off by saying thank you very much for the opportunity to join the panel and to be a part of this forum. I think it is quite timely given all the opportunities we're seeing for the digital economy. On the first question around the opportunities for private sector, I wanted to start off by just a general note that we truly welcome the recommendations that have been put forward in the Continental Data Policy Framework. I think this is a very welcome move. And there's 2 key reasons why this is something that is important for the industry. I think Mme Kay mentioned in her discussion about how innovation typically has moved faster than regulation. And so what that has meant is where it was great for experimentation and the development of new business models and leveraging of emerging technologies and seeing what's possible. It also created a situation then where for a significant part, technology providers are then having to re-engineer their products once regulation then comes into force. And this has cost implications when you think of then trying to retrospectively comply with something as you've already built your product. And then the second is, I think if you look at the recent pace of development of regulations on the continent. I think in the framework it notes even from a data protection perspective, we have circa 32 data protection regulations that have come into force. And where these are fragmented or take slightly different approaches, it means that it creates a situation for companies that is a complexity in how do you run your continent. So really, this is welcome to have some sort of direction around data governance, a move towards harmonization, principles around, isn't taking the more principle and risk-based approach around how data will be used in this, our data-driven digital economy.
On the opportunities we see for private sector, I think there's three things that really stood out for me within the framework. I think the first is that there'll actually be incentives that are coming out of these recommendations for private investment in foundational digital infrastructure. And this is across the board. I think one of the primary areas really where there's still a lot of need for investment is on connectivity. If we're truly to harness the power of the digital economy and ensure that there's inclusive development that leaves no one behind, then we need to ensure that everyone, or at least the majority, have access to connectivity so that they can leverage these resources. And I think that's one area where for sure there will be an opportunity for private sector to support through private investments, and as well in scaling up other digital infrastructure like cloud services. As well, scaling up in other digital infrastructure like cloud services or cloud-based services. And we heard as well from Mme Ndèye speaking about the Africa cloud and the plans around that. But I think there's also an opportunity for private sector to scale up their investments on data center infrastructure on the continent. We've seen investments, from the likes of Microsoft, but as well our competitors as well, AWS, Oracle, and others have been aggressively investing in data center infrastructure on the continent. I think this framework will likely accelerate that. The second opportunity, I think, that will come from and I think in particular from the harmonization of data governance approaches across the continent. And if you think about this, if it reduces our cost for compliance, makes it easier to achieve, it isn't for you to scale up your operations. One of the things that will be an interesting opportunity for private sector and as well even for the startup community within the technology space is their ability to scale up their offerings across the continent. If previously you had to take a look before you did new market entry on, what are the requirements in the country around how data will be managed, and that might have been a blocker if there were certain localization requirements on the types of investments you would make, when there's now a harmonization and also this openness to cross-border data flows and frameworks or protocols that can support that, it will make it easier for businesses to scale their operations across the continent. I think making for greater business opportunity, not just for multinational technology companies, but for African startups and technology companies as well. And then the third, I would say that there's an opportunity as countries think of the domestication of the guidelines, as the different regulators look to implementation, for private sector to be supportive as well in helping shape the standards that might be shared, whether it's standards around cybersecurity or data protection or otherwise. Best practice sharing as well across the continent, and so I think there's an opportunity as well for public and private sector collaboration going forward. So that's what I would say around some of the opportunities we're seeing for private sector. And then I'll move on to the second question, which was on how might private sector incorporate provisions of the framework in their operations, and will this differ between what is the case for large enterprises, the likes of Microsoft, or smaller startups and SMEs, of which we have quite a scale of those across the continent. And for this, I'll say maybe the principal thing that that would be the takeaways, that there's an opportunity here for enterprises to adopt data governance policies, processes, systems that are aligned with the framework. There's clear themes that have come up in areas where a lot of us have been working already, whether if you look at issues of data classification, ensuring interoperability between our technologies, developing tools for data sharing from a technology perspective, and also ensuring that our infrastructure allows for cross-border data transfers, and then building as well with cybersecurity or privacy and data protection at the core of how we build our products and services. I think there's already ongoing efforts. We saw this, for example,
in the lead up to the coming into effect of the EU GDPR, there were significant investments that were made to ensure compliance with the regulation. And these focused efforts, although around data protection, there was also then efforts around cybersecurity as well. And I think this creates an opportunity for businesses who are operating on the continent to also start investing, ensuring that the products and services that they're offering have these elements that can support the recommendations in the framework. And maybe the last thing that I would say around how private sector can think to incorporating the recommendations. We often think of private sector, well, in fact, they are, we are profit making, right? And so there's typically a commercial way in which we think through the investments that we make or the projects that we invest in. However, I think the framework introduces a lens that is important for us to think through as we develop our strategies on how we do business on the continent, to have a more development-focused approach. And by this is thinking of how is it that the products and the services that we're bringing to market, how can those support in the continent's development agenda, helping us solve for some of the pressing problems that we have through leveraging data, the power of data as has been shared by many others, and as well through digital technologies. And I think this is really a great opportunity for private sector to rethink how they do business in a way that can really harness the power of data, but also help push forward digital transformation and the development agenda on the continent. Thank you very much. Thank you, Mme PHIRI. Merci beaucoup. Merci pour cette clarification. Je pense qu'elle a donné comme réponse aux deux questions que l'industrie privée globalement accueille vraiment favorablement ce cadre-là, parce que cela crée des opportunités pour le privé dans cette harmonisation-là. Mais cela les aide aussi avant de s'implémenter dans certains pays ou de changer de localisation, d'avoir les bonnes informations sur les régulateurs, ce qu'ils sont en train de faire, les lois sur la cybersécurité, etc. Et le fait d'avoir ce projet de cloud africain aussi, c'est très important pour eux et aussi pour le secteur privé, notamment les startups et les petites et moyennes entreprises, pour pouvoir se développer et grandir très vite sans attendre que peut-être les infrastructures soient disponibles dans les localités où ils sont. Donc, elle trouve aussi que c'est une opportunité d'avoir ces guidelines-là pour pouvoir travailler sur des partenariats publics-privés gagnants des deux côtés et que les gouvernements puissent être rassurés sur leurs investissements. Parce que c'est quand même des privés qui sont là pour faire des profits, mais le fait d'avoir ce cadre réglementaire permet d'encadrer un peu ces profits-là et les activités qu'ils sont en train de faire. Donc pour lui, pour elle, c'est vraiment gagnant-gagnant et que ça permet de clarifier les choses avant les investissements et surtout de pouvoir sauvegarder les investissements qu'ils font et les bénéfices qu'ils attendent. Donc voilà un peu, on a fait le tour, je pense, de cette très intéressante session sur cette harmonisation des données au niveau global, mais aussi sur la nécessité pour nos pays d'avoir ces stratégies de données et de les aborder de manière confiante et optimiste en ayant en ligne de mire que c'est un avenir qu'on est en train de mettre en place et que c'est très difficile d'encadrer des choses qu'on ne connaît nous-mêmes pas. Donc, il y a un besoin de projection qu'on demande et je pense que c'est sur cela que je vais peut-être remercier l'ensemble des participants. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais on est vraiment pris par le temps. Je vois des mains se lever. Je pensais qu'il n'y avait aucune main. Est-ce qu'on peut juste laisser une question dans la salle? Moi, j'ai raté 1 heure de réunion là. Une question ou deux. Il y a la présidente Patricia qui veut intervenir. Il faut prendre 2 peut-être dans la salle. D'accord. Donc la présidente, 3.
3 questions et la présidente, peut-être. Ça va être compliqué. Bon, La présidente d'abord. 2 minutes, Madame la Présidente. So my question goes to Amazouz in the AU, if she's still online. Please. Is Amazouz still online? Yes. Muntaga, il faut garder les panélistes en ligne. Hein? I would like to thank the panelists so far for their very good of them. Firstly, Drudeisha from Mauritius really dissecting the data policy and giving us a good overview, even for those who haven't yet read it, a detailed analysis of what the data policy is about and how it's the implications for our business and the pros and cons of it. That was really comprehensive. I enjoyed that. I also think that the AU has explained their idea of how they think they will progress with it. And the comments from Smart Africa about the complements, how their work complements the data policy is very clear. My question to the African Union is that they are planning moving from the data policy itself, the implementation of the policy. We at the NATPA haven't been consulted at all. We're not involved. So how is the African Union hoping to document an implementation plan without the data subject, the data subjects, the experts of the delivery? We get this often from the African Union for most of the key documents they work on, prepare a cake and they put it in front of us to work with it. And I think that must stop. So how is the planning going and when are we going to be consulted so that we are involved in the design and planning of the implementation of this very comprehensive data policy? My question to the African Union. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Donc, il y a une question à SOUHILA. SOUHILA, est-ce que... on va prendre toutes les questions, après on va donner la parole au... Voilà, Madame. La présidente de la Commission d'Afrique du Sud. Yeah, thank you very much. Let me also add my voice and commend all the presenters for the wonderful presentations. In the interest of time, I have 2 questions. One question following up what my sister from Ghana has said, and it's a question to the AU. The Malabo Convention has not been ratified by a requisite number of state parties. It has not come into effect. It is already outdated. So I just want to find out what strategies have been put in place by the AU to ensure that this convention is ratified, because frameworks are frameworks, they are not binding, and my sister from Mauritius said so. Unless we have a convention that puts obligation on state parties, we know that frameworks won't take us far. Secondly, Smart Africa, it's a comment. You spoke about the importance of privacy in data protection, and I think we need a paradigm shift because it's no longer just privacy. We have to look at the whole issue of data privacy and the whole spectrum of human rights and move away from the premise of data protection being an IT issue, because it's not an IT issue. It is a very important human rights issue, and in this age of digital economy, 4th industrial revolution, it's probably the only and the most important human rights in the world. So I'm just saying that in our framing, we have to move to a spectrum where we're talking about data protection and a whole range of human rights, from human dignity to equality, non-discrimination, ensuring that no one is left behind. Thank you. That's my comment. Alors, deuxième. Devant. Si vous pouvez juste aller directement à la question pour qu'on puisse gagner du temps, s'il vous plaît. Monsieur le Président de Tunisie. Du Maroc, excusez-moi.
La Tunisie vous salue. C'est pas une question, c'est juste un commentaire rapide. Quand vous avez dit, tellement que les gens s'intéressent aux données à caractère personnel, mais il n'est pas clair ce qu'ils sont en train de faire, ou c'est plutôt SOUHILA, Amazouz, il n'est pas clair ce qu'ils sont en train de faire au niveau de tout ce qui est open data, etc. Je voudrais juste insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une étape qui est en train d'être ouverte, qui va au-delà de l'open data, qui s'appelle le data altruisme et qui pousse les individus en tant que tels à mettre au service de tiers de confiance, a priori les autorités de protection des données, leurs données personnelles ou leurs données environnantes. Et que c'est un sujet que, au niveau de nos autorités et au niveau du réseau, on doit s'en saisir. Et je pense que dans le contexte de la collaboration actuelle avec Smart Africa, ça peut être un sujet d'avenir important. Et je pense que cette dimension de data altruiste doit être considérée parce qu'elle va ouvrir d'autres enjeux et d'autres risques et d'autres mécanismes de protection. Merci. Tout à fait. Khoudia, pour avoir une deuxième dame. Après, on... The lady. Sorry. Sorry. Adama, on aura du mal, hein? Oui, bonjour tout le monde. Merci Maïmouna de m'avoir donné la parole. C'est Khoudia Gueye de l'Université virtuelle du Sénégal et en même temps membre de la Commission de protection des données du Sénégal. J'ai une question à poser surtout à l'Union africaine Smart Africa. Parce que je me demande, est-ce qu'il y a une synergie entre ces différents programmes, entre ces organismes africains comme l'Union africaine et Smart Africa, parce que je sais qu'il y a quelques années de cela, l'Union africaine avait mis en place le projet Axis pour la mise en place de points d'échange dans beaucoup de pays africains et beaucoup de formations ont été faites, donc du capacity building pour renforcer les capacités des ingénieurs africains. Qu'est devenu ce projet-là? Est-ce que le Smart Africa n'est pas en train de refaire peut-être la même chose? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les pays africains ne peuvent pas mettre en place un cadre de gouvernance de la donnée sans un certain préalable. C'est par exemple les infrastructures, c'est l'énergie, c'est des points d'échange pour interconnecter ces différents pays-là gratuitement parce que quand on parle d'interconnexion, il y a les upstream providers qui nous donnent le transit, mais aussi il faut qu'on développe la mise en place de points d'échange dans nos pays africains-là. C'est également la mise en place des data centers, la dame de Smart Africa en a parlé, mais également c'est la mise en place de services digitaux par le secteur privé en fait, parce que l'essentiel des services digitaux qui sont mis en place l'ont été par le secteur privé. Et l'essentiel des données aussi sont mises en place par les citoyens eux-mêmes. Donc pour avoir un cadre de gouvernance, je pense qu'il faut une synergie entre le secteur privé et le secteur public, mais également entre tous ces organismes africains-là pour avoir une stratégie au niveau du continent. Parce qu'il y a une partie qui concerne les données personnelles, mais il y a aussi une partie qui concerne les données de façon générale sur la gouvernance de notre continent. Et on n'a pas encore cette souveraineté-là, parce que toutes nos infrastructures, toutes nos données sont presque hébergées en dehors du continent. Merci. Je vous remercie. Merci, Khoudia. Je vais donner la parole à l'Union africaine pour répondre aux questions. J'ai eu beaucoup d'interpellations. Souhili. Thank you so much. Thank you for all the questions. So maybe I would start with the question from Mrs. Patricia, the chair of the Network of Data Protection Authorities, about the implementation of the framework and the status of the implementation and the involvement of the key stakeholders, and namely the network of data protection authorities. It's, as I mentioned, the network was endorsed by the summit in February 2022. So it's just 1 month. So we have just started thinking about the key activities that we can do this year, and the implementation plan is part of the framework, because if we had
time, we would have developed it along with the framework and submitted for endorsement by the AU organs. But since we were very short in time, so we focused on the development of the framework, and now we follow up with the implementation plan. As I highlighted in my intervention, so we rely on all key stakeholders, and the task force that has been established to support the development of the framework is still operational. So, and the network is part of the task force. And within the implementation, development of this framework, we will have consultative meetings where we'll invite all the members of the task force to discuss. From our side, we thought that it's maybe better to let the consultancy firm develop some work, and after that we invite the members of the task force to discuss. And but we can also do the opposite. We can also start with consultations and inform, help the consultancy firm to gather information, and after that they will help us with the development of this plan. So the status is that we have just discussed with our partner, which is GIZ, who supported us in development in the framework, and also he is willing to continue supporting us in the implementation plan. We have just finalized the term of reference and discussed with the consultancy firm to agree on the timeline. It is a status, so we will involve and we'll call on the support of the data protection authorities in this exercise. I think I will take all the questions if you allow me, and I will briefly respond all the questions if you allow me. Je vais donner la parole à ma voisine de droite pour répondre aux questions. Il y a deux questions sur lesquelles elle a été interpellée. Thelma. Elle a fini, SOUHILA? Je pense qu'elle a dit... Je souhaiterais continuer, s'il vous plaît. Elle a demandé si elle peut... Bon, d'accord, on vous laisse parce que là... Ok, donc je vais faire brièvement. Donc, on the question on the Malabo Convention, we have so far 12 ratifications. We have still 3 missing to reach the number for the entry into force of the convention. And just to inform that as per the decision of the last STC, the Specialized Technical Committee, there is work ongoing to review the Malabo Convention, and also within the data policy framework, there is a recommendation is to maybe to come up with additional protocols to address what has not been addressed in the Malabo Convention, taking into account the technology advancement. And on the question related to from Mr. Zroshny from Morocco, I think I agree with you. I think as it was highlighted, there is need to review the mandate of data protection authorities and maybe to empower them, and also to see how they can respond to the new needs related to data, because data is cross-cutting and also it's very dynamic sector. So we agree with you, and I think we'll have the opportunity to address these aspects during the implementation phase. On the synergy between AUC and Smart Africa, I think it was highlighted already by Thelma that we are working together. There is complementarity. The data policy framework built on the work that has been done by Smart Africa, and they supported us. They participated in the task force, and now we will work together also to fast forward the implementation. So there is complementarity, and also there is alignment of our programs. On the infrastructure, just to conclude on the infrastructure, we do acknowledge that there is need to address the infrastructure, namely the regional and cross-regional infrastructure, because at national level, we do understand that it is the role of the government to take care, but when it comes to regional and cross-regional infrastructure, there is a program for infrastructure PIDA, which is really a big program that takes into account this. And for your kind information, within this program, we have already 4 regions, like 4 regional economic communities that are developing their regional data center. The project is already adopted. It was validated by the summit, and now we are in the implementation phase.
The regions are Central Africa, SADC, East Africa, and Commissaire. So the work is ongoing. There is a need to collaboration and create synergies between different institutions. Thank you. Merci beaucoup. Thelma? Thank you. So I'll start by addressing the question from the lady from the Virtual University of Senegal on the synergy. I'm sorry? Oh, okay. So, yes, SOUHILA has also elaborated on the synergy, at least on the data governance. However, on infrastructure, we acknowledge that Africa's infrastructure has largely been built by the private sector. At Smart Africa, we don't believe in duplicating efforts. Our mantra is harmonize and leverage on existing infrastructure. So we are working together with private sector. We have the likes of Orange, we have the likes of MTN, that we have the likes of Liquid Telecom, that we are working together in terms of infrastructure, and also even international organizations like the World Bank. So for instance, 3 weeks ago, we signed an MOU with the Central African Backbone, funded by the World Bank, to leverage on existing infrastructure that they have built. So when I say we are going to be building or connecting countries, we are not reinventing the wheels. We are filling in the gaps and building the missing links and not recreating what has already been created. Then also in terms of what Madam President from South Africa mentioned, it's acknowledged. And I also mentioned during my initial intervention that it will be good that you kindly attend our Adly platform, where it's a peer learning platform. I believe the issue of merging data privacy and human rights is quite new to a lot of us, and it will be good to hear more from you on that. We'll be happy to have you on that platform. And from Maroc, President, we acknowledge the work that you've been doing. Also in my earlier submission, I mentioned the work you're doing with Senegal, and we think it's a very good one. It's the basis of the trust alliance that we are talking about, and we are happy to further cooperate with you to implement it. And again, let me take the opportunity, because on a lot of forum, I've been asked this question on, are we not duplicating efforts with Africa Union? Let me take the opportunity to clarify that we don't duplicate efforts with Smart Africa. What we do is harmonize and leverage on existing infrastructure, existing work, and it can be seen in what we are doing with the data, whilst we focus on being pragmatic and implementing. Africa Union also focuses on creating the framework and setting the periphery within which we should work. Thank you very much. May I jump in and Merci. respond quickly to SOUHILA? If you can put SOUHILA back. So we have heard from SOUHILA that the NACPA has been endorsed by the African Union this February. That's really good news for us, and we want to discuss that in more detail. And I think in the considering time here, we would want to extend this conversation with the African Union online as soon as possible. SOUHILA, thank you. Merci beaucoup. Je pense que les discussions vont continuer en ligne pour une meilleure implication des données personnelles. Je vais juste conclure en disant qu'aujourd'hui, quel que soit le modèle de gestion de données personnelles qui sera choisi par nos sociétés, il sera indispensable de l'intégrer à notre écosystème plus vaste de données. Et qu'aujourd'hui, nous allons clore cette session-là. Non, c'est juste une question de temps. But we have time. We don't have time. Il n'y a jamais eu de personnalité censurée depuis hier. Ah bon? Non, plusieurs personnes ont demandé la parole. On a dit qu'on donne à 3. Et les 3 ont eu leur parole. Alors il faut choisir ce que vous invitez à vos forums.
Mais Ndiaga, tu es en train de faire un mauvais procès à tout le monde. Mais tu n'as pas levé la main quand il a demandé. Non, quand même, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Je pense que... Il faut arrêter. Non, Ndiaga, ça, ce n'est pas juste. Non, on ne peut pas laisser passer ça non plus. Si tu veux la parole, tu lèves la main, on te la donne. Il n'y a personne qui a été censuré ici. Il ne faut pas profiter de ça pour nous faire un procès aussi. On ne l'accepte pas. Excuse me, sir, please make your intervention. You are allowed to make an intervention. Please allow him to say something. Yes, perhaps let him calm down and I'll give him the floor to make his intervention. Thank you. He will. Thank you. Merci, Maïmouna. Merci beaucoup, Thelma et Mme SOUHILA et MADHUB et Did you Mme hear PHIRI. what we said? Excuse me? Allow the man to make his intervention. Yeah, we will give him the floor. But let me close this session. Oui. Ndiaga, il va parler comme il veut. Il n'y a pas de souci. C'est justement ça. C'est pourquoi je faisais la mise au point. Can you let the man make his intervention, please? Yes. Yes. Marie, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Vas-y, Ndiaga. Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Mon nom est Ndiaga Gueye et je suis de la société civile sénégalaise. Je pense que quand on entame un débat, comme je l'ai dit hier, il est extrêmement important de définir les concepts afin qu'on puisse qu'on ait la même compréhension de quoi nous parlons. Aujourd'hui, la thématique, c'est la gouvernance des données. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance des données dans le cadre de l'identité numérique? C'est quoi? Autrement dit, la question principale, c'est quel système de gestion faut-il mettre en place pour atteindre les objectifs de l'identité numérique tout en garantissant la sécurité des données, la confidentialité des données et la protection de la vie privée. Voilà la question principale qui est posée en matière de gouvernance des données dans le cadre de l'identité numérique. Cette question de départ se subdivise en deux questions. La première, quel cadre légal et réglementaire faut-il mettre en place pour atteindre ces objectifs? Deuxième axe de réflexion, quel est le système d'information à mettre en place pour la sécurité des données, leur confidentialité et la protection de la vie privée. Je ne vais pas trop m'étendre sur le cadre légal et réglementaire pour atteindre ces objectifs de l'identité numérique, parce que la commission de protection est présente. En outre, il y a d'éminents experts juristes sur la protection des données personnelles, donc je ne vais pas trop m'étendre sur cette problématique. Cependant, je voudrais faire une remarque sur le cas du Sénégal. La plus grande structure de l'État qui traite des données personnelles dans ce pays, c'est la direction de l'automatisation du fichier, qu'on appelle la DAF communément. La DAF est membre de la commission de protection des données personnelles. Un conflit d'intérêts manifeste. Certes, sur les projets de l'État, la commission n'a qu'un avis qui ne lie pas le gouvernement, mais que l'autorité étatique
qui traite les données biométriques des Sénégalais soient membres de la commission des données personnelles, on ne peut pas être juge et partie. Donc dans la définition du cadre légal et réglementaire de l'identité numérique, il est important que la DAF ne soit plus membre de la commission de protection des données personnelles. Donc moi, je vais axer mon exposé surtout sur les questions techniques, c'est-à-dire quelles solutions de stockage des données, de conservation de données, faut-il mettre en place pour atteindre les objectifs de sécurisation des données, de confidentialité des données et de la protection de la vie privée. Mais avant d'aborder cette problématique, permettez-moi, si possible, de faire un rappel de l'existant au Sénégal. Qu'est-ce que nous avons? Le passeport biométrique, la carte d'identité biométrique, le permis de conduire biométrique. Quels sont les justificatifs avancés pour faire accepter qu'on dépense des milliards pour mettre en place une identité numérique, un passeport numérique et un permis de conduire numérique? L'identification, l'authentification unique du citoyen, ce qui permet de sécuriser en fait les transactions économiques. Ça va permettre de lutter contre la fraude documentaire, cette identité numérique. Ça va permettre de renforcer la transparence des élections par une identification unique de l'électeur. Ces systèmes qu'on a actuellement en place permettent-ils d'atteindre ces objectifs? Dans la mise en œuvre de l'identité, il y a 3 phases qui sont extrêmement importantes. La première, c'est lors de l'émission de l'identité numérique. C'est-à-dire quand on vient vous délivrer l'identité numérique. C'est en ce moment qu'il faudra vérifier que la personne qui se présente est bien celle détentrice de cette identité-là. Donc il faut une vérification biométrique de celui qui vient prendre sa carte d'identité numérique. Vous allez dans les commissariats du Sénégal, avec un justificatif de dépôt, on vous donne une carte d'identité. Aucune vérification. Ça veut dire qu'on ne vérifie même pas la conformité des données qui sont dans la base de données et celle de celui qui vient récupérer la carte d'identité biométrique. Ça veut dire que les cartes d'identité des Sénégalais peuvent se retrouver entre les mains de n'importe qui si vous venez juste dans un commissariat avec un justificatif. Deuxièmement, la présidente me fait. Les prochains panels, ils sont en ligne déjà. Hein. C'est ce qui devait démarrer. Donc, je vais m'arrêter là. Non, tu peux continuer au moment de débat. Ça ne nous gêne pas. Deuxième objectif recherché, voilà. C'était... Oui, madame. C'est de ça que je parle. Je suis en train de parler de la gouvernance, mais je voudrais faire un aperçu sur l'existant pour montrer que les identités numériques que nous avons actuellement ne remplissent pas les objectifs qui leur ont été fixés. Donc si aujourd'hui c'est le cas, à quoi nous nous engageons quand il s'agit de l'identité numérique? Moi personnellement, il m'est arrivé d'aller chez un opérateur de service pour acheter une nouvelle carte SIM. On me dit non monsieur, vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà 3 SIM identifiés à votre nom. Je dis mais comment ça? Moi j'ai qu'une seule SIM. Et on m'a montré 2 autres numéros actifs. Ça veut dire que quelqu'un a utilisé mes identités pour aller acheter des SIM. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune authentification biométrique des Sénégalais. Pire encore, en matière électorale, on sort des élections locales. L'électeur doit être identifié. On nous disait que c'était un des objectifs de la carte d'identité biométrique. Mais comment ça fait